Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. On va parler d'un trouble, le trouble le plus mortel qui touche des centaines de milliers de personnes, c'est l'anorexie mentale. J'ai la chance d'être avec Adélaïde Daboville aujourd'hui qui est nutritionniste et diététicienne. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup d'accepter de faire cette vidéo avec nous. Avec grand plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, je pense. Déjà, qu'est-ce que c'est l'anorexie ? Alors, l'anorexie mentale, c'est une maladie, déjà c'est très important de le dire, une maladie qui touche au comportement alimentaire, mais qui est une maladie mentale, avec une restriction alimentaire qui amène à une perte de poids. Malheureusement, cette maladie, elle peut durer plusieurs mois, plusieurs années, et puis souvent, elle est associée à ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un corps qui s'amaigrit pour se sentir bien, avec une insatisfaction permanente. Alors nous sommes allés en Normandie pour rencontrer Sloane et sa maman, qui ont pu témoigner sur le combat de Sloane, du coup, avec l'anorexie mentale. On va regarder ça pour mieux comprendre et analyser en fait ce trouble qui est parfois incompris par beaucoup de personnes. Donc si c'est bon pour vous, on peut lancer le témoignage. Allez, go. Ce qui s'est passé, c'est que tu as voulu perdre 3 kilos, justement, avant l'été. Pourquoi est-ce que tu as eu cette envie-là d'un coup, genre J'ai eu cette envie-là parce que j'avais à peu près atteint un poids qui m'allait, avec un corps qui m'était aussi convenable, entre guillemets. Mais j'avais quand même ce besoin de perdre 2-3 kilos pour réellement me sentir bien. C'est ce que je pensais en tout cas. Je trouve que c'est déjà une excellente question à poser pour une jeune fille de cet âge-là. En fait, elle explique que à la fois elle se sent bien dans son corps, mais en même temps elle est insatisfaite. Et ce qui est terrible, c'est que souvent d'ailleurs c'est le cas, chez Sloane, elle a besoin juste de perdre 2-3 kilos pour, pense-t-elle, se sentir mieux. Et en fait, c'est rarement le cas, hein. C'est pas pour ça qu'elle va se sentir mieux. Mais c'est ça le déclencheur. En fait, on se rend compte, c'est ça qui est terrible, c'est que la maladie vient se glisser dans des petits détails et une envie au départ anodine. Ouais, et aussi 2-3 kilos. C'est une petite brèche en fait. 2-3 kilos, c'est pas sauf grand-chose. qu'après, on les perd ces 2-3 kilos et on se dit, ah, mais encore 2-3 kilos et encore 2-3 et après on s'entraîne dans un cercle vicieux. Exactement. Au départ, c'était une toute petite brèche. Et donc, je trouve ça bien que tu poses la question parce que accompagner son enfant quand elle a envie de perdre du poids, de vraiment creuser le sujet, de savoir qu'est-ce qui fait que tu as vraiment besoin de perdre du poids et essayer d'aider une enfant souvent qui ne se sent pas bien dans sa peau à lui dire ok, tu te sens pas bien dans ta peau, c'est normal, en fait, ça fait partie de ton âge et c'est des difficultés d'adolescent. Mais attention à la solution qui va faire que tu vas perdre du poids et dans ces cas-là, spoiler alert, il vaut peut-être mieux aller voir une professionnelle que de laisser l'enfant trouver des solutions par elle-même. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Et t'es tombée sur les trucs de déficit calories sur Internet. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça ? J'ai vu que les personnes qui avaient fait des déficits caloriques avaient rapidement perdu du poids. Et comme c'est ce que je voulais, parce que c'était début juin, je voulais perdre pour juillet, je me suis dit ça va fonctionner. Et donc je t'ai lancée dans ça. Oui, j'ai installé l'application et voilà. Piège énorme. Les applications, les réseaux sociaux, là on est vraiment sur un sujet clé. Qui est vraiment, en tant que professionnelle, je le constate au quotidien, c'est un piège énorme. Parce que les réseaux sociaux, toi et moi on le sait bien, on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc ça ne reflète absolument pas la réalité. Souvent, les personnes qui ont elles-mêmes parfois des troubles du comportement alimentaire vont le mettre en avant sur les réseaux. Mais même d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas de trouble de comportement alimentaire et qui va mettre en avant son corps pour faire passer une recette, pour donner des petites astuces et tout, mais ça fait des ravages. Oui. C'est une catastrophe. Il y a eu la trend Skinny Talk où c'était comment perdre 10 kilos en une semaine et en fait ça te bombarde de vidéos comme ça. Forcément, au bout d'un moment, tu te compares et... Exactement. Non, mais il y a eu ça, il y a eu la feuille A4, il y a eu l'espace entre les cuisses, il y a tout le temps plein de trucs qui sortent. Donc, premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Méfiez-vous des réseaux sociaux, ça ne représente pas la réalité et c'est un danger numéro 1 pour les troubles du comportement alimentaire. Deuxième aspect dont elle parle, les applications qui comptent les calories.
De toute façon, faut vraiment arrêter avec cette histoire de comptage de calories. C'est une énorme boulette. En fait, on se rend compte aujourd'hui que en fait, on ne se nourrit pas avec des calories, on se nourrit avec des nutriments qui sont là pour faire du bien à son corps. Un corps en bonne santé, c'est un corps qu'on nourrit correctement. Un beau corps, c'est un corps qui a tout ce dont il a besoin. C'est pas un corps qu'on prive. La violence pour le corps n'a jamais amené un beau corps sur le long terme. Et donc les applications qui vont simplement compter les calories ne peuvent faire que du mal. C'est pas comme ça qu'on voit l'alimentation. C'est une erreur. La diabolisation d'un aliment, c'est typique aussi du trouble du comportement alimentaire. Quand on commence à cibler un aliment, et donc là le sucre notamment, mais en fait souvent il y a le sucre, il y a le gras, il y a le pain, les pâtes, etc. En fait, plus on diabolise des familles d'aliments, plus on va avoir du mal à sortir de cet enfermement du trouble du comportement alimentaire. C'est assez caractéristique. Les aliments interdits, d'ailleurs, on bosse pas mal là-dessus après, quand on prend en charge le trouble du comportement alimentaire. Surtout ne diaboliser aucun aliment. On peut manger de tout quand on veut être en bonne santé. On mange de tout. C'est une question de quantité et de fréquence. Et de dosage, d'équilibre. Et là encore, je trouve que certains professionnels et certains influenceurs qui veulent absolument dire que le sucre est à éviter à tout prix, ces nouveaux régimes à la mode où on dit surtout arrêtez de manger du sucre, le sucre est mauvais pour la santé, c'est faux. En fait, on peut manger du sucre, c'est toujours une question de quantité et de fréquence. Donc même le sucre, il ne faut pas l'enlever de son alimentation, même les bonbons. Il faut un équilibre à tout et on a besoin de sucre aussi pour que le corps fonctionne. Ouais, j'ai d'abord réduit le sucre et après c'est les quantités que j'ai réduit d'un coup. Ok, pendant l'été, c'était un peu en plus le truc de summer body. Oui. Quand du coup tu as commencé à contrôler, on va dire, ton alimentation, en vrai c'est ça, hein, à quel moment est-ce que tu t'es dit ah ouais je commence à arriver à un point genre où c'est un peu dangereux? Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que j'étais complètement dans le déni jusqu'en avril en fait, où je suis vraiment tombée au plus bas de la maladie et j'ai cru que j'allais mourir. En fait, ça aussi, le déni fait partie de la maladie. À partir du moment où on passe ce cap du déni, on a déjà gravi une grande marche de la maladie. Et c'est vrai que souvent, cette phase de déni, elle est super compliquée et elle peut durer très très longtemps. Donc l'entourage a un rôle clé dans cette période-là. Bien sûr, souvent, plus on est proche, plus c'est compliqué parce que moins on nous écoute. Ouais. Je pense à tous les parents qui verront cette vidéo. Oui, effectivement, c'est pour vous que c'est le plus dur. Donc parfois, le fait d'aller consulter un professionnel pour aider à la prise de conscience, c'est déjà un pas énorme. C'est une lutte qui va durer longtemps. Mais déjà, ce passage du déni et justement éviter d'arriver trop loin dans la maladie pour passer ce déni, c'est sûr que ça peut aider, quoi. Et puis surtout, quand quelqu'un qui souffre d'anorexie qui est dans le déni, c'est qu'il a l'impression qu'il a le contrôle en fait, sur la maladie et il ne se rend pas compte qu'il a complètement perdu en fait, le contrôle et que l'anorexie mentale a pris le dessus sur la personne, quoi. Ça. Exactement. Cette histoire de contrôle, tu as raison, c'est un point clé. C'est-à-dire que la maladie, c'est vraiment une espèce de vicieuse horrible où elle prend possession du mental de la personne et elle lui donne l'impression d'avoir ce contrôle dont tu parles. Et justement, c'est le moment où tu vas comprendre que c'est pas toi qui contrôle, c'est que tu es contrôlé par la maladie. Exactement. Et qu'en fait, c'est quelqu'un presque d'extérieur qui t'a chopé, quoi. Ouais. Il faut réussir à se débattre. C'est là que j'ai eu un sorte de déclic et que je me suis dit, j'ai plus du tout le contrôle en fait, c'est la maladie qui a pris le dessus sur moi. Bah c'est ça. Et à ce moment-là, ton quotidien, il ressemblait à quoi? Je mangeais que très peu. Enfin, mes portions étaient pas suffisantes. Je mangeais plus de féculents parce que je les avais diabolisés. J'avais quand même des compléments alimentaires que je prenais quand même parce que du coup j'étais suivie en HDJ. C'est quoi HDJ? L'hôpital de jour. Oui. En fait, ça n'a pas suffi. À partir de là où j'ai eu le déclic, mais j'ai essayé de remanger un peu plus, mais c'était pas facile parce qu'il y avait toujours la voix en fait qui me bloquait. Tu trouves que les troubles alimentaires, c'est une voix, c'est en mode la voix des troubles alimentaires qui te parle? Un peu, oui. Ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi de chaque personne comment elle vit la maladie, mais pour moi, ça a été ça, un peu comme une voix. La voix de l'anorexie qui prenait le dessus sur moi. Et est-ce que tu avais réussi à en parler à des proches, à des adultes entre l'été et avril du coup?
En fait, ma mère l'a remarqué très vite parce que en rentrant chez elle, c'est là où j'ai réduit mes portions d'un coup parce que j'avais estimé avoir trop mangé fin juillet. Et j'ai fait rapidement un malaise et elle m'a emmenée voir une nutritionniste. Et après, c'est en novembre que j'ai été prise en charge à l'hôpital de Rouen. L'histoire du malaise, ça aussi c'est important parce que bien souvent dans le réel, les personnes qui souffrent d'anorexie vont se donner plein d'excuses pour ce malaise. Ok. Ils vont avoir l'impression que c'est parce qu'ils ont fait un effort trop important, ou alors ils vont tomber, ils vont dire non mais je me suis cognée. Enfin, en fait, j'ai vu beaucoup de filles qui souffraient d'anorexie qui trouvaient des bonnes excuses à ces malaises. Ouais. Et c'était une cause extérieure. Mais en fait, il faut vraiment que ce soit un signe d'alerte très très fort. Sur l'anorexie mentale. Sur l'anorexie mentale, parce qu'en fait, là, le corps est en train d'envoyer des messages très très forts, en train de dire en fait là, je ne peux plus survivre. Donc quand on commence à faire des malaises, c'est que le niveau énergétique est tellement faible qu'il n'arrive même pas lui-même à trouver les ressources de compensation. Donc on est très loin. Comme on ne s'alimente pas suffisamment, le cerveau n'est pas bien alimenté non plus. Et donc on perd un peu la notion de... Enfin, en fait, on perd le bon sens. On n'arrive plus à avoir de recul sur sa propre situation. Donc là, l'entourage est encore plus clé. Et déjà là, en fait, elle a été loin, Sloane. Ouais. Peut-être qu'on peut faire venir ta maman. À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous inquiéter pour Sloane par rapport justement à ses problèmes de troubles alimentaires? J'ai commencé à le voir lorsqu'elle est revenue à la maison début août, parce que je l'avais tout le mois d'août. Elle mangeait soit une saucisse, une tomate, et j'ai dit ouais, c'est pas beaucoup. Enfin, elle a énormément réduit ses portions. Déjà, ça m'a fait. Enfin, je trouvais ça bizarre. Bref, j'ai rien dit, on a laissé. Une semaine après, elle a fait un malaise hypoglycémique. Ouais. Et on a eu du mal à la remettre sur pied parce que ça a mis quelques temps avant qu'elle reprenne un peu ses esprits. Bien 1 heure. Et puis là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Je me suis dit, elle fait jamais ça d'habitude. Elle mange pas beaucoup. Il y a des signes quand même qui sont pas normaux. Et du coup, j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste assez rapidement. J'ai pas attendu. Il y a 2 choses qui me paraissent importantes là. Souvent, les gens, dans l'imaginaire collectif, on détecte une anorexie avec le vomissement. Ok. C'est pas le cas. Là, la maman, elle ne parle absolument pas des vomissements de Sloane et à aucun moment, Sloane ne dit qu'elle vomit. Donc n'attendez pas de surprendre votre enfant en train de vomir dans les toilettes pour vous dire qu'elle fait de l'anorexie en fait. Le fait qu'il y ait c'est ce qu'elle explique très bien, la maman en fait. Sloane ne mangeait pas de tout, elle faisait le tri dans son assiette, elle perdait du poids. Go, elle a eu le super bon réflexe, elle a pris rendez-vous avec la nutritionniste. Elle n'a pas attendu plus longtemps. Ouais. Parce que souvent, quelqu'un, du coup, pour clarifier, qui souffre d'anorexie, a tendance à se faire vomir le peu de choses qu'il peut manger. Je ne connais pas les pourcentages d'ailleurs, ce serait intéressant de les avoir. Mais en tout cas, c'est pas du tout systématique. En fait, on observe bien plus de crises de vomissement chez une personne qui souffre de boulimie que chez une personne qui souffre d'anorexie. Okay. Et la boulimie, en l'occurrence, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus, mais la boulimie, on ne voit pas d'amaigrissement, donc pareil, on n'est pas forcément alerté, quoi. Ok. Bah, la boulimie, c'est dans la prochaine vidéo qu'on en parlera. C'est un beau teasing, non ? Ouais. La nutritionniste n'a pas mis 2 mots dessus. Sur ce qu'il y avait, elle a juste dit qu'elle avait une réduction de portions alimentaires et qu'il fallait qu'elle reprenne un peu plus. Ouais. Voilà, il n'y avait pas de mots encore mis sur ceci. C'est pas alarmant, quoi. Non, c'était pas alarmant à ce moment-là. Juste à faire attention. Ouais. Et pendant les vacances, ça a été compliqué pour ma fille de manger. Elle se renfermait sur elle-même, en fait. Ouais. Très, très compliqué. Nous, on ne savait pas quoi faire. Parce qu'on ne pouvait pas lui dire mange, mange. On savait très bien qu'il y avait déjà un problème. Ouais. Enfin, on ne savait pas trop lequel, en fait, mais on savait qu'il y avait un problème. Mais comment on réagit, du coup, en tant que parent, au tout début, face à ce genre de situation? Est-ce que, par exemple, vous avez déjà été confronté à ces sujets de troubles alimentaires ou pas? Alors moi, j'ai jamais été confrontée. J'ai, comme toutes les jeunes filles, voulu perdre un peu de poids à un moment donné, mais je suis pas rentrée dans un cercle vicieux comme ça. Pas aussi intense, quoi. Non. Je trouve que ta question est excellente. Parce que bien souvent, les mamans... là aussi, dans l'image collective, on se dit que c'est un peu la maman qui transmet le trouble du comportement alimentaire à son enfant. Ouais. Et là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Ouais. Et donc, je trouve ça important aussi que
on ne fasse pas trop culpabiliser les mamans en imaginant que l'anorexie, c'est forcément lié à la mère. Là, a priori, la maman, elle n'a pas du tout un comportement alimentaire bizarre, quoi. Ouais, complètement. En tant que parent, quand on a un peu ces premiers signaux, et déjà vous avez fait attention aux premiers signes de « Ah, elle mange un peu moins et tout », Oui. Pour vous, c'est quoi un peu les bonnes réactions, la meilleure réaction que vous avez pu avoir face à ça? Réagir vite. Réagir vite? Réagir vite, ouais. Parce qu'en fait, ce genre de maladie, ça dégringole vite, en fait. Si on réagit le plus rapidement possible, je dis pas que ça va améliorer, mais au moins ça va estomper le problème et ça évitera que ça dégringole et qu'on s'en rende pas compte, en fait. Ok, oui, parce qu'après, est-ce que ça a été compliqué de trouver de l'aide par rapport à ça? Oui, très compliqué. Alors, nutritionniste, non. Médecin non plus, parce qu'elle avait son médecin traitant. C'est pour trouver le centre spécialisé dans les troubles comportementaux alimentaires. C'est ça qui a été difficile parce que je voulais absolument qu'elle soit aidée par des professionnels qui connaissent ce type de maladie. À chaque fois que j'appelais un centre, oui, mais c'est hors secteur, donc ça veut dire qu'on habite Trop loin? on n'est pas dans le même département en fait, et du coup, non, on peut pas la prendre parce que vous n'êtes pas dans le même département. C'est tout le temps, 3 fois j'ai eu ces réponses et je me suis battue et c'était pas le même département et là j'ai dit: «Non mais là ma fille, il y a un souci, il faut vraiment que vous la preniez en charge». Du coup, la dame m'a posé des questions, elle m'a dit effectivement, c'est l'anorexie mentale. À quel moment? Ça c'était en octobre. J'ai une petite question, moi. Ouais. Quand on commence à repérer un peu des signes d'anorexie mentale ou qu'on voit qu'il y a un problème d'alimentation, on va dire, vers qui on se tourne? Est-ce qu'on se tourne on peut se tourner vers un psychologue? Est-ce qu'on peut se tourner vers un nutritionniste, diététicienne? Quel professionnel est le mieux formé, le plus adapté pour ça? En fait, le professionnel qui a la possibilité de poser un diagnostic, c'est le médecin. Ok. En fait, nous, en tant que diététicien, on ne peut pas poser un diagnostic. Quand même, on a pas mal de... Quand on a l'habitude de voir des troubles du comportement alimentaire, on a quand même les antennes un peu sensibles et donc on oriente, on adapte et finalement, le diagnostic, il n'est pas forcément nécessaire non plus pour commencer une prise en charge. Mais bon, si vraiment on veut un diagnostic, et parfois ça peut aider justement pour le déni dont on parlait juste avant, c'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un médecin. Donc ça peut être le généraliste, comme ça peut être un psychiatre, comme ça peut être aux urgences. Enfin, il n'y a pas de médecin plus spécifique qu'un autre, un médecin. Là, on le voit bien, c'est parfois galère de trouver les bons professionnels. Ce qui compte, en fait, c'est d'avoir déjà une première main, en fait, qui va prendre j'ai envie de dire, le problème, soit d'un côté psychologique, soit d'un côté nutritionnel. En fait, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que la maladie soit quand même déjà diagnostiquée, enfin, au moins prise en charge. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut une prise en charge à la fois nutritionnelle et psychologique. Ok. Parfois, on commence par l'un et on finit avec l'autre. Parfois, enfin voilà, peu importe. Ok, donc diététicienne, nutritionniste, psychologue et médecin pour le diagnostic. Ouais. Et c'est sûr qu'après, passer un certain stade, nous on sait qu'en fonction de l'IMC et de l'indice de masse corporelle, si vraiment on est trop bas, là nous on a un warning et c'est go hôpital. Ok, ça marche. Mais bon, il faut on trouve l'hôpital qui prend en charge. C'est ça, qui est compliqué. Ouais. En octobre, donc... Mi-octobre, fin octobre, mais j'ai passé une semaine à appeler des centres. C'était épuisant et moi, je voulais vraiment que ma fille s'en sorte, en fait. C'est bien, hein. Ouais. Au moins, t'as la chance d'avoir les parents qui sont présents et qui veulent, qui t'ont aidé dans ces démarches-là. Mais vous, comment vous vivez cette période d'hospitalisation de votre fille, du coup? Est-ce que c'est plus un soulagement ou est-ce que c'est plus une angoisse? Alors, au début, ça a été dur, hein, parce que on laisse comme notre fille à l'hôpital, hein, donc c'est pas évident. C'est pas anodin. Bon, la première semaine, je peux pas dire que j'étais un peu soulagée, mais un petit peu, parce que moi, je savais qu'elle était prise en charge par, à temps complet par les médecins qu'il fallait. Et par contre, c'est quand même dur hein, de savoir que son enfant est à l'hôpital, alors qu'elle pourrait profiter de la vie, quoi, C'est de sûr. sa jeunesse. Pas évident. Mais oui, après, il faut accepter, hein, de toute façon, ça fera... l'accepter aussi, ça fera partie de sa vie. Ah oui. C'est une expérience qu'elle aura vécue. Et qui te forge. Et qui la forgera. C'est sûr. Ouais. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard, ouais, je pense. Avec un peu de temps. Moi, je suis persuadée que c'est ça. Hein. Je te jure, hein, franchement, on vit des choses très compliquées.
mais je l'ai même en tatouage là. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est ça. C'est ce que mes parents Ouais. m'ont toujours dit. Mhm. Tant que t'es là et que tu gardes la tête haute, même si c'est pas facile, tu t'en ressortiras gagnante. Et t'en ressortiras encore plus forte qu'avant. Ouais, Je- ça fait grandir. je- Vraiment, hein. Mm. Ça va vraiment grandir. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant, en tant que parent, quand on vit ce genre de situation, justement? J'aurais voulu savoir comment on fait, comment on s'organise pour trouver les bons professionnels. Avoir Comment plus on de aurait ressources. pu éviter ce genre de choses, parce que on a toujours tendance un peu à culpabiliser, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, enfin, et en fait on a beau chercher, ça sert à rien en fait, parce que de toute façon c'est comme ça. Ouais. Quand une maladie arrive, on sait pas pourquoi, et ça sert à rien d'essayer de savoir pourquoi, ça c'est le domaine des professionnels. C'est dur, hein. Pour les Pour parents. gérer, Ouais. pour gérer à la maison, les premiers temps, enfin les mois, pendant plusieurs mois, ça a été dur, ça a été compliqué. Quand on voit notre fille, on lui fait cuire un steak et puis qu'elle vous balance le steak parce qu'il y avait trop d'huile, en fait, on est complètement. Perturbé par Ah la oui, oui, on situation, sait quoi. pas quoi faire. C'est On va pas normal. se mettre en colère. Enfin, c'est difficile. Alors, il y a des fois, on se met un petit peu en colère parce que on est complètement désemparés, en fait, hein. Ouais. Mais moi, j'essayais d'éviter justement ce genre de choses, hein, Ok. et d'essayer de prendre du recul, mais c'est pas toujours simple. Bah, Franchement, c'est sûr, c'est pas normal. évident, ouais. Mais donc, vous pensez que peut-être plus de ressources, plus d'outils pour les parents, parce que Oui, j'imagine que ouais. même à l'hôpital, toi, il t'aide beaucoup, toi personnellement, et heureusement, enfin, genre, c'est le but. Oui. Mais peut-être vous, est-ce que vous êtes senti soutenu en tant que parent pour gérer et pour l'aider? Pas trop, non. Il n'y a Non, pas trop de le choses. soutien, le premier soutien, c'est de savoir que votre enfant, il est pris par des professionnels. Ça, c'est un soutien. Ça fait quand même, C'est soulageant. c'est quand même rassurant, on va dire. Et est-ce que inclure les parents justement dans cette boucle, pour vous, ça vous semble important? Oui, c'est important. Ouais. Ouais, complètement. Ils ont un rôle énorme à jouer en vrai. Oui, en parallèle des médecins, oui. Ouais, Ouais. en fait, c'est ce lien, C'est ça. justement cette coordination. Ouais. Parce que c'est un travail d'équipe, en fait, Oui. d'aller mieux, de guérir. Oui. C'est ce que je lui ai dit à Sloane. C'est vrai que pendant 6 mois, elle était plutôt dans le déni. Et je lui ai dit, en fait, les médecins, il faut que tu t'en fasses des amis, pas des alliés. Plutôt. Ouais, c'est ça. Pas des ennemis, en fait. Et nous, c'est pareil. Il faut qu'on s'en fasse des alliés également et que tout le monde soit allié pour justement qu'elle puisse se sortir de cette maladie, quoi. Et qu'est-ce que t'aimerais que ta maman, elle comprenne? Genre vraiment en mode, le truc que tu t'aimerais qu'elle retienne par rapport à ce que tu vis. Et que c'est d'abord mental et que il suffit pas juste de manger ou... Enfin, en fait, le premier problème, c'est pas l'alimentation, mais c'est ce qui se passe dans notre tête. Et c'est pas facile d'aller contre ce qui se passe dans notre tête. Pas forcément. Et ça, vous le comprenez en vrai. Oh bah oui, ouais. Avec... Alors au début, comme je connaissais pas bien la maladie, je comprenais pas trop, mais après je me suis énormément renseignée, donc là oui, j'ai compris. Et puis quand on a les rencontres avec les médecins, on comprend de plus en plus, en fait. il vous explique quand même. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fille? Quelque chose genre sans filtre, vraiment le truc que vous aimeriez qu'elle retienne par rapport à sa maladie. Que ce sera une expérience qu'elle aura vécue dans sa vie pour la faire grandir, je pense, hein, quelque part, hein, et qu'elle s'en sorte et qu'elle puisse avancer parce qu'elle est intelligente, elle est belle, enfin, voilà. Elle a des très beaux cheveux. Ouais. Vraiment. Est-ce que vous trouvez que cette épreuve que vous avez vécue, que tu vis surtout, elle a changé votre relation mère-fille? Moi, j'ai pas vu de changement personnellement. Non, pas trop. Moi, j'en ai ressenti un peu, ouais. Par rapport à quoi? Les 6 mois où elle était dans le déni, elle a tendance à me rejeter. Ok. Et là, je trouve on s'est un peu plus rapprochés. Depuis qu'elle a accepté Oui. et Ouais, accepté c'est la pas situation. énorme, mais c'est un petit plus. C'est hyper touchant, hein. On voit qu'elles ont galéré toutes les deux. Ah ouais, vraiment. Bon, c'est sûr, c'est Sloane qui porte la maladie et elle a dû avoir une souffrance terrible et on voit que c'est encore un peu dur.
Et on voit aussi les difficultés de la maman de trouver sa place. Et donc, le conseil que je pense on peut donner aux mamans, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et en plus, elle parle du steak que sa fille lui a envoyé à la figure. Effectivement, on voit bien qu'il y a forcément des conflits dans cette période-là. C'est sûr. Mais la clé, en fait, et c'est ce qu'elle a quand même réussi à faire, c'est garder le lien. Ne pas casser ce lien. Éviter au maximum le conflit, même si, bon, parfois, c'est difficile de l'éviter, mais... de garder ce lien, quoi. Et c'est ça qui va au final aider Sloane à ne pas, parce qu'en fait le problème de cette maladie, c'est qu'elle isole énormément. Sloane, elle va se sentir très seule parce que déjà elle se sent forcément incomprise, mais donc si en plus le lien est rompu, et ben cette solitude, elle va être d'autant plus pesante et elle va rendre les choses encore plus difficiles pour réussir à s'en sortir. Donc coûte que coûte, vraiment le truc pour les parents, c'est de garder le lien. Ok, donc peut-être aussi faire par exemple des activités où il n'y a pas de nourriture dans l'activité, parce que forcément, quand tu évites à tout prix la nourriture, t'évites les repas, t'évites les restaurants, t'évites les cafés, tout ça. Donc des promenades, des trucs où juste il n'y a pas la nourriture, quoi. Des jeux de société, des choses comme ça. C'est ce qui est conseillé, ok. Ouais, exactement. Faire en sorte que la vie ne tourne pas autour de l'alimentation, parce qu'en plus, c'est justement ce qui se passe pour Sloane et pour toutes les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. La vie ne tourne qu'autour de son alimentation. Et donc, c'est l'aider aussi à se décentrer, en fait. Ouais, complètement. Surtout que le problème, je trouve aussi avec ce trouble, c'est que tu es confronté tous les jours, 3 fois par jour, à ton problème. Alors qu'il y a d'autres troubles, par exemple, où c'est plus profond que ça. Et là, tous les jours, tu vas être face à ton problème. Et il va falloir l'affronter au quotidien, quoi. Exactement. C'est pas évident. Ouais. Franchement, c'est une sacrée maladie. Ouais. Et vous le ressentez un peu quand même? Oui. Moi, oui, je le ressens. Parce qu'en plus, les relations mère-fille, pas toujours évident. Oui. Et dis-moi, Sloane, toi, qu'est-ce que t'aimerais dire à un ou une ado qui commence à tomber dans ce cercle vicieux, comme toi au tout début, en fait, où tu t'étais lancée dans ce truc de régime? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà qu'il faut, quand on comprend qu'il y a un problème avec la nourriture, il faut directement en parler à quelqu'un. Il ne faut pas rester seul face à ce problème. Le fait de maigrir, ça rendra jamais plus heureux, parce que j'ai jamais été aussi malheureuse que depuis que je suis tombée dans l'anorexie. Et quand on tombe dans l'anorexie, on a l'impression que la maladie en fait devient notre identité, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais c'est une impression, en fait, on se dit que sans la maladie, on ne sera plus rien. Et du coup, c'est un peu compliqué de se projeter. Mais j'espère quand même guérir totalement et avoir des projets, etc. Moi, je pense que tu vas y arriver. Je suis persuadée que tu vas y arriver. Je suis sûre parce que... et vous, si une autre maman regarde ce reportage, justement, quel conseil est-ce que vous lui donneriez? Ne pas lâcher pour trouver les bons professionnels, même si c'est dur. Et quand votre enfant ne mange pas, pas la disputer, ça ne servira à rien, ça la bloquera encore plus. Mais aller voir des professionnels, ça clairement oui. Ouais, c'est vraiment le truc. Médecin, psychologue, voir psychiatre, après il y a plein de... et nutritionniste aussi, diététicien, etc. Donc c'est la première chose à faire quand on voit que son enfant n'est pas bien, clairement. Essayer d'engager la conversation. De garder ce lien, justement, cette relation de confiance. C'est ça, et beaucoup se renseigner aussi sur la maladie, surtout sur la haute autorité de santé. Là, c'est quelque chose de bien sûr. Parce que bon, Internet, il y a des choses bien et des choses moins bien. Faut pas non plus trop... moi, j'ai regardé beaucoup de témoignages de jeunes filles qui avaient cette maladie sur YouTube aussi. Ça m'a beaucoup renseigné sur la maladie, en fait. Ok. Voilà, des témoignages sur ceci. Ça c'est bien à regarder, mais bon, faut pas prendre tout et n'importe quoi non plus. Non, c'est sûr. Donc, beaucoup se renseigner, aller vers les professionnels de la santé. C'est ça. Et ne pas disputer ou culpabiliser, même oui, du fait de ne pas manger, quoi. C'est ça, ouais. Et garder cette relation de confiance. Voilà, exactement. Okay. C'est des bons conseils, c'est très vrai.
Bon, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'analyser et de mieux comprendre en fait le trouble du comportement alimentaire, de l'anorexie mentale. C'est un trouble très compliqué, mais il y a des solutions qui existent, il y a des gens qui sont là pour aider. Si vous aviez un petit conseil de fin pour les jeunes souffrant d'anorexie mentale, qu'est-ce que ce serait? Ne restez pas seul, ne vous isolez pas. N'hésitez pas à en parler. Parfois, c'est d'ailleurs pas le parent avec lequel c'est plus facile de parler. Les amis, les cousins, les oncles et tantes, etc. Avoir un lien, ne pas s'isoler. Ok, ça marche. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. On va rencontrer Kenza pour parler de boulimie, donc un autre trouble du comportement alimentaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Et si vous voulez rien rater, n'oubliez pas de vous abonner.